Alors, bonjour à tous. Euh, Bienvenue dans la session de formation dans le cadre du programme Formation Emploi. Nous sommes présentement dans le badge le plus avancé du programme. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le sujet concernant l'architecture sécurisée de communication de microservices. Nous allons aussi voir tout ce qui concerne le chiffrage RS256, HS256 dans le cadre d'une validation et signature de tokens. Okay. Ensuite, on va passer à l'implémentation
Alors, on continue. Donc, nous allons regarder cette architecture ici. OK? Alors, dans cette architecture, on a ici une banque, OK, peut-être la cible ici. À l'intérieur de cette banque, elle a un service. Ce service-là, c'est un tracker de Swift. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le Swift, c'est un réseau international qui favorise les paiements internationaux entre banques de différents pays. Donc, le tracker permet de faire ressortir la traçabilité des transactions qui se passent entre ces pays-là. Supposons que vous envoyez de l'argent depuis la France vers la Côte d'Ivoire et le tracker vous permettra de vous définir la banque initiatrice, la banque intermédiaire jusqu'à la banque réceptrice de paiement. Voilà, donc ici nous sommes dans une architecture où on a un tracker Swift qui est agrégé au réseau Swift et puisque le réseau Swift, lui, ne donne pas les données selon la compréhension du commun des hommes, je dirais, il faut en fait une implémentation métier à ce niveau pour interpréter les données que le Swift donne. Donc, l'interprétation de ces données-là est agrégée à une base de données de la banque en question. Donc, c'est en fonction de ce service qui est implémenté à ce niveau que les données qui sont fournies depuis le tracker pour favoriser le tracking que nous avons ici pourraient être exposées. OK, donc de façon basique, nous sommes dans un tracker de Swift qui est interconnecté au réseau Swift et utilise aussi sa base de données pour exposer des informations. Du coup, ces informations qui sont exposées, il y a des banques partenaires qui souhaiteraient entrer en communication avec ces informations. Mais cette banque ici, cette banque est la cible, elle ne souhaite pas fournir les données à ses partenaires-là parce qu'il y a des données qui sont confidentielles à ce niveau. Donc, relativement à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on a dit que pour ce faire, on ne va pas à chaque fois refaire notre corps applicatif, notre noyau applicatif qui est là pour le besoin d'un partenaire à chaque fois. Donc, on va créer des add-ons. Donc, les add-ons que nous avons font l'interprétation de données qui sont générées par le tracker Swift de la banque en fonction des banques partenaires. Donc, je prends la banque CIB. Quand la banque CIB fait une demande des données du tracker, peut-être qu'elle a un modèle dont elle a besoin et le tracker, lui, ce qu'il va faire, c'est que lui va exposer ces données naturellement comme il le souhaite. Le rôle de l'add-on ici, ce qu'il va faire, c'est de adapter la donnée qu'elle demande sur le tracker en fonction des besoins de CIB. En même temps, faire en sorte que les données confidentielles qui sont au niveau du tracker ne soient pas exposées chez CIB. Donc, c'est le même modèle en fait qui s'applique pour la Banque Crédit Agricole, pour la Société Générale. Ensuite, pour une tierce partie de la cible, okay, qui est aussi Corporate of Investment Banking. Voilà. Donc, c'est un peu l'architecture qu'on a expliqué tout à l'heure. Maintenant, pour ce faire, il faut mettre en place un minimum de sécurité de sorte qu'on ne puisse pas altérer les informations, même si les informations qui sont communiquées préservent la confidentialité du tracker de la banque.
Mais après, ces informations que celles-ci demandent, peut-être que les informations encore qui sont exposées doivent être protégées, doivent toujours être confidentielles. Alors, pour ce faire, chaque partenaire qui fait la demande, et pour ajouter à cela, on ne souhaiterait pas que n'importe qui ou n'importe quoi vienne récupérer ces informations qui sont là. Donc, tout partenaire qui souhaiterait recevoir des données depuis ces modèles que nous avons ici, ces add-ons que nous avons ici, va passer par un service d'autorisation et d'identification. Voilà. Donc, les services d'autorisation et d'identification va d'abord autoriser en vérifiant les données qui ont été transmises, les credentials qui ont été transmises par chaque partenaire. Si ces données ont été vérifiées et que le partenaire a été vérifié, il va ensuite identifier. Suite à cette identification, il va router la requête vers le modèle de données correspondant. Donc, lorsque CIP fera la demande d'utilisation des API du Swift Tracker, elle va venir avec une clé, un token GWT. Ensuite, elle va venir de façon sécurisée. Ensuite, le token qu'elle va procurer sera vérifié ici. Donc, c'est ce même token qui permettra de faire l'identification. Ensuite, router la demande vers le modèle nécessaire. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Donc, si on doit résumer, c'est que pour Oui, pouvoir permettre une interaction entre euh, les données, c'est que c'est à partir des add-ons. Maintenant, ces add-ons qui seront exposés aussi doivent être protégés avec exactement. Le une service authentification. d'autorisation et Hmm, d'identification. Identification. OK. Voilà. Donc, ici, nous avons affaire à un service d'autorisation et d'identification customisé. Il y a des services d'autorisation qui existent, qui sont prêts à l'emploi, tels que WSO2 Identity Manager. WSO2 Identity Manager. OK? Il y a aussi Keycloak. Il y a aussi Google Authorization Service, et ainsi de suite, et bien d'autres. Les services d'autorisation ont des features, ont des fonctionnalités déjà prédéfinies. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller au-delà des fonctionnalités qu'ils t'offrent. Donc, pour faire ce qu'on veut, il est bien d'avoir un service d'autorisation propre à sa propre organisation et qui répond à nos besoins à 100%. On est obligé de s'aligner à ce que le service d'autorisation nous donne. Et même s'il nous offre, ça ne sera pas comme on le souhaite. Et même pour opter pour des services de gestion ou de routage d'API, il y a d'autres encore, il y a d'autres services encore qui sont faits pour ça, qu'on appelle WSO2 API Manager également, qu'on pourrait utiliser pour faire ça. Mais encore, on sera obligé de mettre 2 canaux dans notre infrastructure pour gérer tout ce qui concerne
l'identification et ensuite pour gérer maintenant le routage vers les API. Voilà, donc on n'aimerait pas opter pour ça. Et déjà, le service d'autorisation customisé ici, nous avons notre service d'autorisation et nul, si ce n'est pas nous-mêmes ou notre propre architecte, ne saurait comment se comporte notre service d'autorisation. Donc, on a implémenté notre service d'autorisation comme on souhaite, comme on le veut. Si le client qui fait la demande, il fait la demande selon les spécifications de WSO2 Identity Manager et il se retrouve refusé, il va nous contacter encore pour nous demander, mais moi j'ai utilisé ça, mais qui t'a dit que nous on utilise WSO2 Identity Manager? Je viens d'utiliser Keycloak. Donc, c'est à nous, c'est à cette banque-là, la CIP, de fournir à ses partenaires les critères de sécurité pour atteindre son service d'autorisation. Voilà. Donc, pour venir un peu plus dans les détails, pour tout ce qui concerne le chiffrage et la connexion SSN, d'abord, nous allons parler en fait de la deuxième partie de notre exposé RS256 et HS256. Je vais ajouter un nouveau diapo pour ça, une slide. En fait, je crée les slides dans silence de notes en même temps. Bon. Dans ça, je vais virer. Je vire ça. Ça aussi, je vire ça. Je vire ça. Je vire ça. Et ça, je vire ça aussi. Alors, on a un nouveau diapo, OK? Donc, lors de ce diapo, nous allons voir comment le client va émettre sa requête. On a un client ici, OK? Je mets ici un client A. Et ensuite, ici, moi, je mets ici un serveur. OK? Donc, le client A, ce qu'il va faire, lui va émettre sa requête vers le serveur B. Dans sa requête, il va rajouter son token. Il va rajouter son token GWT. Alors, OK. Donc, lui va rajouter son token GWT là. OK? Et lui, il doit valider la signature de ce token-là pour l'autoriser. Lui, il doit générer la signature. Donc, j'écris ici, je vais mettre ici un nouveau text box. Ce que le client A va faire, le client A, ce qu'il va faire, il va commencer la génération de la signature. OK? Et ce que le serveur B va faire, va valider la signature. Très bien. Pour générer la signature, généralement, on a des types pour générer la signature. On peut générer la signature avec deux types d'algorithmes. On peut générer via un algorithme RS256. Je commence d'abord par notre HS256. OK? Et
Avant de passer au deuxième, on va parler de HL256. OK. HL256, c'est un HMAC qui crée une signature symétrique. La signature symétrique est cryptée. En fait, le terme c'est hash-based message authentication code. Hash-based message authentication code. Il est crypté via un hash, il fait du hashing pour crypter le code. Mais par contre, il envoie un seul code sur le token. Donc, lui, c'est juste un seul code qu'il envoie. Je vais utiliser juste un petit canal pour ça. Un petit code. Lui, il envoie un seul code dans le token. Et ce code qu'il envoie, il est connu par le client A et par le client B, par le serveur B. Tout est dit que la communication qui est faite, elle est cryptée du client A vers le serveur B. Donc, même si il y a une partie qui vient interférer lors de la transaction, elle va avoir affaire en fait à une communication qui est cryptée. OK? Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Le problème est que si celui-là qui a ce code secret là, si son application est vulnérable et qu'on arrive à atteindre ce code-là, on peut générer le même token pour atteindre le serveur B. Donc, je vais faire juste, représenter ça via un truc. Area background. Okay. Et mettre en rouge. Voilà. Donc, le bad guy qui est ici, ce bad guy, ce méchant qui est là, celui, il arrive à atteindre cette clé. Il peut générer le même token pour atteindre le service, du moins, pour atteindre le serveur B ici. Avec le même token. Je sers un test box là, à ce niveau. OK? Donc, il va générer le même token pour atteindre le serveur B. Donc, du coup, on a toujours une faille, en fait, lors de cette transmission. Quand on utilise cet algorithme HL256. OK? Maintenant, on va parler de l'autre algorithme. En fait, moi, j'ai une petite question, en fait. Vas-y. Quand je regarde l'architecture, je vois que le client A a généré un token qu'il a transmis au serveur B. Oui. OK. Et c'est le méchant, lui, il a récupéré ce token-là. Mais on a dit que la communication ici est chiffrée, c'est bien ça, hein? C'est-à-dire l'information n'est pas Il n'a claire. pas récupéré le token, il a récupéré la clé. OK. Là, il a récupéré la clé chiffrée qu'il a transmise au serveur B, c'est bien ça, hein? Voilà, il a récupéré la clé, il a généré ensuite le token pour atteindre les services du serveur B. OK, OK. Comme si c'était le client A. Le serveur, en fait, c'est la même clé qui est ici et là. C'est ça. OK? Maintenant, il s'avère que j'explique par exemple, vous avez déjà utilisé peut-être en JavaScript dans un corps applicatif, par exemple. Supposons que le client A, hein, lui, il a fait son code en JavaScript, par exemple.
l'écriture de code de JavaScript. Et je vais mettre juste un truc là, comme ça. La force d'une application en JavaScript ici. Bientôt mon application ici, un arrière-plan ici. La force d'une application JavaScript ici. JavaScript. Maintenant, en JavaScript, il y a ce qu'on appelle les sessions, il y a ce qu'on appelle les cookies et tout ça. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. OK. JavaScript, il s'exécute où, en fait? Il s'exécute dans le dock du navigateur. C'est ça. C'est bon, c'est bon. C'est ça. OK. Donc, ce mec qui est là, lui, il a sauvegardé sa clé, la clé de HS256. Il a sauvegardé dans une session JavaScript ou bien dans un cookie JavaScript. À chaque fois, il appelle dans le cookie JavaScript là pour générer le token pour atteindre le serveur B. Donc, moi, je suis le bad guy ici. OK. Moi, en tant que bad guy, ce que je vais faire, je vais juste aller sur mon navigateur ici, là. Supposons que j'ouvre ici un navigateur ici. New window. Open message de window. OK. On va ouvrir une application. OK. Ouvrons Jumia. Jumia.ci. OK. Alors, ici, dans Jumia, maintenant que j'ouvre Jumia, ici, je peux aller dans mon inspection, en console. Je vois qu'on n'a rien imprimé dans la console. Ils ont fait attention, ils n'ont pas de warning. Par contre, je regarde ici. OK, voilà. J'ai parlé un peu tôt. Donc, d'ici, je vois en fait déjà des trucs ici dans ma console. OK. Déjà, si je vais dans mon network, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises, même si ce n'est pas écrit dans ma console. Oh là, oh my goodness. Je vois un token qui est transmis ici. Enfin, un appel qui a un token PID avec un PUID, Unique ID. Je regarde ici, je vais dans mon header et je vois. Quand je me permets de passer en fait des codes, des clés secrètes en fait dans mon code source ici, moi je suis client, mais j'arrive à atteindre ici des informations qui sont transmises depuis JavaScript, même si c'est un appel Axios ou bien un appel Ajax. Vous voyez ce que je dis pas? OK? Oui. Du coup, ici, voici un cookie qui est là. Dans mon cookie, il pourrait que je mette cette information-là dans le cookie. Pour moi, je peux facilement récupérer. Si cette clé-là, cette clé qui est hachée ici, là, en H756, même si elle est hachée, moi, je peux la récupérer. Même si je n'ai pas les moyens de la décrypter, mais je peux la récupérer cryptée, en fait, telle qu'elle. Je peux la récupérer telle qu'elle est cryptée pour générer ma clé G2VT. Parce que génération d'une clé G2VT, c'est simple. Hein. Mettre des clés et mettre en fait mon texte. OK? Je génère en fait et puis j'atteins mon serveur bien ici. Tranquillement. Donc, c'est pourquoi chaque partie doit préserver ses clés en fait. Donc, ça, c'est le cas de HS256. Supposons que je suis... on va parler maintenant de RS256. Donc ici, Oui. ici la faille avec HS 256, c'est que la clé est connue des deux parties. Exactement. Okay. La clé qui est utilisée pour générer la signature, c'est la même clé qui est utilisée pour faire la validation. Donc Au du coup, niveau de... quelqu'un peut intercepter cette clé et puis réutiliser pour générer le token. Exactement.
Et surtout celui qui fait, je dirais, la validation, la signature. Celui qui fait la validation de la signature, si lui, il a exposé cette clé-là, et même des deux côtés, autant celui qui met la requête que celui qui fait la validation. Si les deux exposent cette clé, on est dans la merde, quoi. C'est pourquoi ce qu'il faut retenir, il ne faut jamais, dans le cas d'une communication entre deux microservices, procéder par des langages tels que JavaScript, des langages qui s'exécutent sur le navigateur du client. Parce que quand moi je vais sur mon navigateur, je suis maître de mon domaine. C'est mon navigateur. Il y a même des navigateurs tels que Brave et consorts qui font de la merde dans des applications, en fait. Parce que tant que ça s'exécute dans mon navigateur. Donc, tout ce qui est clé doit être généré et utilisé au niveau back-end. Jamais au niveau front-end. Parce qu'au niveau back-end, c'est au niveau du serveur que ça s'exécute là. Là, c'est encore bien. Et c'est préférable que ça s'exécute dans un back-end qui est compilé, pas un back-end qui est interprété. Bon, là, on va arriver à cela. C'est des questions de sécurité. Pourquoi il y a des institutions qui n'utilisent pas PHP et préfèrent utiliser des langages compilés comme Java. Donc ça, dans une autre session de formation, on va aller dans ces détails en fait de sécurité. Pour l'instant, nous allons parler de ces types de chiffrage. On va ensuite parler de chiffrage RS-256. RS-256, Reverse Shamir Adelman. Il est basé sur, il fait du RSA, il fait de la signature RSA en fonction du cryptage SHA-256. C'est une signature qui est asymétrique. Donc, je précise en fait, le premier, lui, est symétrique. Il est quoi? Symétrique, c'est-à-dire que symétrique, signature symétrique, nous sommes en français. Et le deuxième, c'est une signature qui est asymétrique. Le deuxième est asymétrique en ce sens que celui qui génère la signature possède la clé publique et la clé privée RSA. Et celui qui valide ne peut que valider avec la clé publique. Donc, ici, asymétrique en ce sens qu'on a une seule clé qui est générée. OK? One key. Une seule clé qui est générée ici. Asymétrique en ce sens que ici, d'une partie, on a la clé publique et la clé privée. Donc, de côté, ici, on a la clé publique et la clé, oh, fais chier. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté ici, on a la même clé qui est générée ici. Et ce qui est encore méchant avec HS256, est que cette clé-là, elle est sauvegardée encore dans le header ou les clés du token. C'est-à-dire que si je fais
j'atteins le GWT, je suis atteint le GWT, et que je le décrypte, je le décode, je vais voir en fait la clé cryptée en fait à l'intérieur. Mais toutefois cryptée. Alors que celui-là, il génère la signature avec la clé publique et la clé privée. Mais par contre, il ne va pas mettre dans la tête la clé, en fait, les clés générées dans la tête, ni le body ou les claims du token GWT. Ce qu'il va partager et ce qu'il va partager avec son serveur de destination qui va faire la validation, c'est la clé publique. Donc, le serveur, lui qui va valider en fait la signature qui est là, lui va avoir la clé publique pour valider ce qui a été généré là. Donc, supposons que le client a à générer de façon sécurisée ses clés au niveau du back-end, OK, et il a utilisé HS256 comme algorithme pour des signatures de son token GWT. Quand il a procédé, le token, il est dans la transmission. Et même si on dit que oui, mais la communication est chiffrée, oui, la communication est chiffrée. Mais pour une raison quelconque, lui, il a utilisé en fait un programme ou une technologie qui n'est pas fiable pour communiquer vers celui-là et qu'on a récupéré le token dans cette communication-là. OK? Quand on a récupéré ce token-là, on va dans l'application qu'on appelle, mais je devais dire jwtip.io. Lui, quand tu récupères le token, tu viens juste ici, lui, il va juste te décrypter ça. Il va juste te décoder. Et là, tu auras la possibilité de récupérer. Parce que ça, c'est l'entête. Si on met la clé H256 ici, mais même si c'est crypté, on récupère. Et moi, je peux prendre ça et puis générer une nouvelle clé, en fait, et aller demander, en fait, la ressource que je souhaite sur mon serveur. Je peux aussi le mettre ici. Alors que l'autre, par contre, tu vois, c'est ces signatures-là. Je n'ai mis pas de HMA SSH 256. Alors que l'autre, par contre, RS 256, lui, il ne va pas en fait te faire embed ces signatures-là, ces clés-là au niveau des tokens. Donc, même si ton application n'est pas fiable, que tu as transmis le token, il faudrait encore que, quand on va déposer ici, on pourra avoir soit les informations de l'entête, les informations du payload, du claim, mais on n'aura pas en fait les clés publiques et privées de la signature. Alors qu'il est faux pour générer en fait un nouveau token. Donc, peut-être si tu déposes ici, tu pourras juste récupérer en fait les informations du header, des trucs, mais après, tu ne pourras pas générer en fait un nouveau token. Ce que tu peux faire, c'est que s'ils ont mis la date d'expiration de ce token, ils ont mis ça à 1 mois, mais tu vas tous utiliser le même token pour atteindre la ressource tranquillement. Tu as récupéré le token, tu utilises le même token pour atteindre la ressource, t'en fous. Donc, c'est 1 mois. Mais si par exemple, le gars, il a mis l'expiration en chaque 30 secondes, il faut générer un nouveau token, il génère chaque 30 secondes. Mais même si tu copies le token que tu as pu avoir accès au token que tu as récupéré, tu vas vers le serveur de destination, il va te dire le token expiré, il faut générer un nouveau. Pour générer un nouveau, tu n'as pas la clé publique et la clé privée pour générer un nouveau token. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est la garantie qu'on peut avoir avec RS256. Alors que l'autre, si on a mis un temps d'expiration de 30 secondes, mais quand même, on a mis la clé en en-tête ou en bas d'hier. Quand on a mis la clé, je peux encore générer un nouveau token et puis, simplement parce que j'ai eu accès à cette clé publique-là, à ces shared keys, ces clés partagées qui existent au niveau de A et de B. C'est pourquoi les entreprises qui veulent faire des trucs sécurisés, qui se respectent, ne vont pas aller faire du HS256 en fait. Ils vont faire des RS256. Même si j'ai eu accès au token, je ne peux pas régénérer
Il faudrait que la seule chance que l'attaqueur peut avoir en ayant le token, c'est que la date d'expiration peut-être du token est encore valide. Voilà. Donc, premier principe qu'il faut retenir de sécurité, il ne faudrait pas. Premier principe, on ne génère pas de token au niveau d'un programme front-end. Que ce soit JavaScript, React.js, whatever, vous allez aller sur Google, ils vont vous montrer des tutos. Comment générer un token en React.js, en JavaScript? C'est de la merde. Si vous générez votre token depuis le front-end, forcément, votre application va tourner sur le navigateur de quelqu'un. Si lui maîtrise encore tout le kernel, tout le noyau de son navigateur, il peut avoir accès à toute l'information. Ça s'exécute sur ma machine. Je peux atteindre tout ce que je veux, je peux craquer tout ce que je veux, tout ce qui s'exécute sur ma machine. Donc, le principe est qu'aucune je dirais en fait, aucun token ou aucune donnée sensible ne doit se générer au niveau front-end. Toutes les données sensibles doivent être au niveau back-end. Autant au niveau du client qu'au niveau du serveur. On ne partage rien de sensible au niveau du front-end. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, il faut faire en sorte que les communications qui sont transmises, même si ces communications-là ont pu être altérées, qu'on a pu récupérer ces informations, il faut faire en sorte que on ait le minimum de chances de pouvoir atteindre notre serveur de destination ou être compromis. C'est pourquoi il faut se baser sur des algorithmes fiables. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Non, moi, ça va. OK, il n'y a pas de questions? Très bien. Ça va. Très bien. Alors, on va passer à des implémentations de... On va montrer comment on génère en fait une clé RS256 sur une machine et comment l'embarquer à travers une application Spring Boot. OK? Très bien.